Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Charlotte, bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle chronique qui va parler de compote. Non, pas de compote en bauge, de la compote et de purée. Absolument, oui, j'avais envie, ça m'a toqué, j'ai dit la purée c'est sympa, allez hop, on en parle. Et oui, c'est à la croisée des chemins, hein. C'est de la recette pour plusieurs légumes, pour plusieurs fruits. Oui, on va voir qu'on peut être très créatif finalement avec tout ça. Oui, mais on est toujours créatif avec toi, Anne. C'est ça qui est formidable, être créatif en cuisine. Mais d'abord, on parle linguistique, hein. D'où vient le mot purée? Eh bien, c'est une excellente question que je me suis posée, figure-toi. Eh oui. Ça m'intéresse ce genre de trucs. Alors, purée, ça vient du latin purare, pardon pour la prononciation, qui signifie rendre pur. En ancien français, on utilisait le terme purée qui signifiait rendre pur dans le sens de passer un vin ou une purée. Et ensuite, il y a eu une évolution de sens. Le verbe purer signifiait écraser pour obtenir du jus. Donc finalement, la purée, au départ, elle a désigné un liquide, et en particulier le vin. Et on va retrouver notamment chez Rabelais mention d'une purée septembrale pour évoquer le vin. Et là, je vous lis l'extrait qui est juste magique, issu de Gargantua. Il est toi merveilleusement flegmatique des fesses, tant de sa complexion naturelle que de la disposition accidentale qu'il est toi advenu par humer trop de purée septembrale. Je trouve ça génialissime. Donc, purée, au sens de dégoûter et de suinter, ça a aussi donné le mot purin. Voilà. Et puis ensuite, purée, ça a cessé d'être le nom du jus et c'est devenu le nom du résidu solide qui est obtenu par pression, puis celui de tout fruit ou de tout légume écrasé. Voilà, madame. Décidément, beaucoup d'histoire dans ce mot, hein. N'est-ce pas, hein? Et beaucoup de signification. Ouais. Et moi, j'adore retourner à l'origine parce que je trouve qu'on mange plus pareil, hein. Ah bah là, c'est sûr qu'entre le vin, le purin, le jus, c'est une toute autre vision de la purée finalement que tu nous proposes. Qu'en est-il de la compote? Alors la compote, elle vient du latin compositus, pardon encore pour la prononciation, qui désigne un mets composé de plusieurs éléments. Et à l'origine, ça désignait des fruits pochés qui étaient soit entiers, soit en quartier et qui donnaient au final une sorte de salade de fruits cuit. Et puis ensuite, compote a désigné une sorte de confiture de fruits, frais ou secs, dans laquelle on ne cherche plus à conserver leur forme aux morceaux. Et on trouve des références à la compote de pommes, notamment dans des poèmes hindous, dès le 1er millénaire avant Jésus-Christ. Et là, je vais te lire un poème hindou qui a été traduit du sanskrit par Jean-Marie Mallès, et qui dit « Un matin sur mon arbuste, j'ai aimé dorer mon buste, et les pommes qui s'y cachaient se sont vite écrasées là. Mon menton a effleuré cette sorte de bamna. » Bamna, c'est une sorte de purée d'origine asiatique. C'est pas beau, ça? Nous avons tant de choses en commun, finalement, avec ces civilisations éloignées. C'est incroyable. Tu te rends compte, il y a un millénaire, on disait déjà des choses aussi magnifiques sur la nourriture et on s'en régalait. Et revenir à l'essentiel. Ouais. Des fois, on oublie un peu, hein. Simple. Et c'est ça que j'aime bien dans la compote et de la purée, c'est que c'est simple. C'est simple, mais ça a des super pouvoirs, j'imagine. Évidemment, et déjà, un des pouvoirs des pouvoirs de nous faire revenir en enfance, parce que ce sont des mets très régressifs. C'est les premiers mets qu'on déguste quand on est enfant, et ça évoque plein de souvenirs, des purées de carottes qui font les fesses roses. On a expliqué pourquoi dans notre chronique 109 consacrée à la carotte. On vous laisse y retourner. Des souvenirs de purée jambon, des souvenirs de purée de pommes de terre avec le cratère de sauce comme un volcan. Donc, souvent, la purée, elle a laissé des bons souvenirs, sauf quand il s'est agi d'une purée de pois cassés, par exemple, on en reparlera plus tard. Les purées, les compotes, c'est aussi très digeste, puisqu'on a une cuisson poussée et un broyage, ça fait l'équivalent d'une prédigestion, et donc c'est idéal notamment chez les personnes qui souffrent d'asthénie, c'est-à-dire qui sont très 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 fatiguées. On va plutôt consommer les choses en purée, en compote, ce qui ne doit pas nous empêcher de mastiquer un minimum quand même pour bien insaliver et pour avoir quand même une bonne digestion, on ne le rappellera jamais assez. Purée de quoi? Est-ce qu'on peut tout passer en purée? Oui, on peut tout passer en purée, en fait, très cher. Bon, alors, évidemment, déjà, purée de pommes de terre. Évidemment. Purée de pommes de terre à laquelle on va rajouter du beurre pour enrichir sa saveur. On va mettre un petit peu de muscade. La muscade qui est une épice sublime dont on risque de reparler très prochainement. Et puis, on va pouvoir parsemer aussi d'un petit peu de persil frais pour venir rafraîchir tout ça. Donc, purée de pommes de terre, bien sûr. Purée de légumes aussi. On va faire des purées de carottes, évidemment. On va associer avec du cumin. Il y a aussi la purée de carottes à la Crécy. En fait, les carottes sont mixées avec du riz cuit et sont agrémentées avec des oignons. Donc là, on a la recette bichonnage de l'intestin par excellence. Bon.
On va pouvoir aussi faire des purées de brocoli qu'on peut associer avec du chèvre, ça fonctionne très très bien. On va faire des purées d'aubergines à l'ail et on a évidemment le traditionnel baba ganoush libanais où on va cuire de l'aubergine avec de l'ail et on va l'assaisonner avec du citron et du tahine qui est cette fameuse purée de sésame. Et puis on va faire des purées avec du céleri qui est un petit peu fort, un petit peu acidulé en goût. On va l'associer avec de la pomme de terre pour adoucir du goût. Et puis on va pouvoir faire aussi par exemple, tu fais des purées avec tout ce que tu veux, mais pourquoi pas une purée de chou-fleur associée avec de la purée de cacahuètes et là vous avez une idée de ce type dont on peut faire un potage ou plus épais, une purée sur le blog des Mangeurs Libres. Purée de légumes certes, mais purée de légumineuses également. Évidemment, on va faire des purées avec des fèves, on va faire la fameuse purée de pois cassés. Alors, le pois cassé, pour que ça n'ait pas un goût burk, je recommande de déjà le réhydrater et de le cuire al dente. C'est-à-dire qu'il doit conserver sa couleur un petit peu verte, un petit peu fraîche. Et là, il a une saveur un petit peu plus fraîche, justement, que ce goût de fond de casserole. Un peu grillé. Un peu métallique qu'on peut lui trouver et qui ont fait notre misère quand nous étions enfants. Pour que ce soit encore plus meilleur que bon, on peut associer la purée de fèves ou de pois cassés avec du bacon rôti. Par exemple, donc tout ce qui est rôti à côté, ça va relever, ça va corser, ça va être super sympa. Et puis évidemment, je vous raconte pas la fameuse purée de pois chiches qui donne le houmous, notamment en version froide, et dont on va faire des variantes avec des haricots blancs, avec des haricots rouges, qui vont faire merveille. Ça, c'est pour la purée de légumineuses. Est-ce qu'on peut faire de la purée de céréales? Mais bien sûr, très cher. On va partir d'une base de semoule, comme notre semoule de polenta dont nous parlions la semaine dernière. Évidemment. Voilà. Donc, on disait que la polenta, on pouvait la faire aussi à base de sarrasin. Et on trouve de la semoule de sarrasin toute prête en magasin. Ou alors, le sarrasin, on l'a déjà évoqué au cours d'une précédente chronique. C'est une graine qui est très tendre et dont on peut faire facilement une semoule maison. Et je vous recommande cette recette absolument merveilleuse de semoule de sarrasin fraîchement toastée, que je fais cuire, que j'assaisonne avec du beurre salé, du citron confit au sel et un petit peu de persil frais et que je déguste avec un bon petit bout de chevretin, ça fait merveille. Et on espère que vous n'avez pas trop faim quand vous entendez ces chroniques parce que c'est terrible d'entendre tout ça et de rester assis sur sa chaise en studio. Alors après, on a aussi une très traditionnelle purée de céréales qu'on appelle le gruau. Finalement, tout ce qui est gruau de céréales qu'on va retrouver beaucoup en diétothérapie chinoise comme le gruau de riz, finalement ce sont des purées ou des potages de céréales. Le plus célèbre, effectivement, c'est le gruau de riz qu'on appelle le congee ou congee et dont on aura l'occasion de reparler. Il va falloir absolument qu'on fasse une chronique sur le riz, c'est trop important. Purée d'olives, tapenade, etc. Ça existe, ça aussi, bien sûr, donc on fait du coup des purées d'oléagineux. Tu parles de la tapenade, on va pouvoir, avec les olives mixées, qu'on va agrémenter avec de l'ail, toujours évidemment, faire une base soit de déguster comme ça. Moi l'autre jour j'ai fait une tapenade merveilleuse avec des olives vertes, de la purée d'amandes et puis de l'ail lacto-fermenté d'ailleurs, c'est super digeste en plus, c'est très sympa et ça a toujours la puissance aromatique de l'ail frais et voilà, et je m'en suis fait des tartines, ça m'a fait mes collations quand j'avais faim ou pour un repas sur le pouce avec une petite salade de tomates par exemple. Et puis je vous parlais de la purée d'amandes que j'ai ajoutée dans la tapenade. On va faire des purées d'oléagineux alors qu'on va pas déguster par elle-même, on va faire de la purée de cacahuètes, on va faire de la purée d'amandes, de la purée de noisettes qui vont servir soit tartinés sur des tartines de pain, soit incorporées dans des gâteaux comme base de sauce, etc. Donc effectivement, on va faire des purées d'oléagineux. Complément indispensable à plusieurs recettes. Exactement, tellement délicieux, tellement nutritif. La viande et le poisson aussi peuvent être transformés en purée. Mais oui, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une purée? Ça a une texture modelable, comme tu disais. C'est quelque chose de mixé. Qu'est-ce que c'est qu'une enchoyade finalement? On va appeler ça des tartinades parce que souvent on les emploie comme ingrédient à tartine. Mais finalement, c'est une purée d'anchois qu'on va mixer avec de l'ail notamment. Qu'est-ce que c'est qu'une rillette? C'est une purée de viande qui a été confite dans de la graisse ou autre chose. Voilà, bon, plus ou moins de morceaux, plus ou moins effilochés. S'il est complètement mixé, finalement, ça s'apparente à une purée. Et moi, j'aime bien revenir à finalement, qu'est-ce que c'est une purée? C'est une texture, parce que vous allez voir qu'ensuite, en termes de créativité en cuisine, de se dire, mais là, j'ai une texture purée, ça va nous permettre d'imaginer plein de choses possibles avec. Et puis,
on va terminer sur la purée de fruits. Mais oui, mais c'est là où je me dis que j'étais tellement réductrice la semaine dernière quand je t'ai parlé. Ah purée, on va parler de pommes. Eh bien non. Donc, on n'en parle que maintenant. On va finir par en parler évidemment parce que la pomme est absolument incontournable. Et on va faire une purée de pommes, donc une compote. Quoi qu'on va voir, hein, on peut parler de purée de fruits assurément, mais on peut pas tout le temps parler de purée de pommes si on se réfère à la définition légale de la réglementation française. On en reparle tout à l'heure. Donc la pomme, évidemment, compotée avec de la cannelle, de la vanille, si on veut. Et la pomme, elle est idéale parce qu'elle va avoir une bonne tenue selon les variétés. Elle va pas rendre trop d'eau. C'est le cas du coing, lui aussi. Après, on va avoir d'autres fruits qui vont être plus aqueux et qui vont donner des textures plus souples, comme la poire et la banane. Donc souvent, on va les associer avec la pomme. Et en plus, comme la pomme, ça coûte moins cher que certains fruits, on va souvent l'utiliser comme base en association avec des fraises, avec du cassis, etc. La pomme, elle va aussi venir à ce moment-là adoucir la saveur d'un fruit un petit peu corsé comme le cassis. Alors ça, c'était pour l'étendue des purées possibles. Incroyable. Une recette, peut-être 2 recettes? Oh, plusieurs, très cher. Ah, plusieurs. Allez, allons-y. Plein de choses. Allez, j'ai encore plein de choses à vous raconter sur la purée. Alors, déjà, on va revenir aux purées de légumes. Sur le blog des Mangeables, vous allez retrouver 2 recettes que j'adore particulièrement, dont mon must-have, la purée réconfortante au panais pommes de terre et coulis de noisettes. Donc, on va faire une purée où on associe le panais avec sa petite saveur anisée. On a fait une chronique qui lui a été consacrée l'année dernière. On va l'associer avec la pomme de terre parce que ça va apporter un petit peu plus d'onctuosité. Le panais peut avoir une texture un petit peu fibreuse quand même à la cuisson. Donc là, on va ajouter de la pomme de terre, ça va donner une texture plus gourmande. Et on va faire sur une base de purée de noisettes un coulis de noisettes. Donc on prend de la purée de noisettes, on va rallonger avec de l'eau, on va assaisonner avec de la sauce soja bien corsée. Et le mariage de la purée de panais pomme de terre toute douce et de la sauce corsée à la noisette, c'est une splendeur. Je vois que tu te pâmes. Je suis sur la bonne voie de la gourmandise, manifestement. Bon. Vous allez retrouver aussi une super jolie recette de purée de carottes. Donc c'est tout bête finalement, une purée de carottes. On va l'associer avec des falafels en l'occurrence. Donc on a les falafels de pois chiches qu'on va faire rôtir, qui vont être bien croustillants, rissolés. Et puis à côté on a la purée de carottes toute douce qui vient contraster par rapport aux épices qu'on a mis dans les falafels. En tartinade, peut-être quelques recettes encore, s'il te plaît. Mais bien sûr, très cher. On disait tout à l'heure, il y a certaines purées qu'on appelle des tartinades parce que souvent, c'est l'emploi qu'on leur réserve. C'est notamment le cas du caviar d'aubergine, qui est une purée d'aubergine, pas très éloignée du baba ganoush dont on parlait. Et puis, on peut très bien utiliser des purées dont c'était pas le destin, comme des tartinades. On parlait de la purée de carottes tout à l'heure. Vous avez un reste de purée de carottes, vous allez vous en servir comme base dans un sandwich au chevretin, par exemple, ça fait merveille. On va faire aussi différents types de houmous. On parlait des houmous aux haricots blancs. On peut très bien faire des houmous aux petits pois. Et là, vous retrouverez une recette de houmous de petits pois au gingembre frais. Ça va tellement bien les deux ensemble, le petit pois vert pimpant, le gingembre qui lui ramène un petit peu de piquant citronné. Et puis on peut très bien faire encore avec d'autres légumineuses une tartinade, par exemple aux lentilles corail qu'on va assaisonner avec du maquereau fumé. Et ça fait merveille également. Alors en plat également, il n'y a pas que la tartinade. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on peut réutiliser une purée, soit qu'on va cuisiner pour l'occasion, soit un reste de purée comme base de plat élaboré. Par exemple, j'avais fait des lasagnes que j'avais appelées lasagnes anti-gaspi parce que j'avais utilisé des tranches de pain qui avaient déjà 2-3 jours et je les avais garnies avec du caviar d'aubergine et du coulis de tomate. Donc on peut très bien réutiliser une purée comme base d'une lasagne par exemple. Et puis on peut les utiliser aussi les purées du moment qu'elles sont un petit peu consistantes. C'est pour ça que je parlais de consistance tout à l'heure, comme farce à ravioli. Et oui. Voilà. Et là pareil, vous aurez un lien vers une recette de ravioli sur une base de purée de betterave qui va donner des raviolis à cœur rouge écarlate absolument sublimes. Et les purées, bien sûr, en dessert. Mais évidemment. C'est quand même un must-have. C'est un must-have. Comme tu dis. Voilà, donc on pense à la compote en dessert, mais les compotes, on va en reparler tout à l'heure, parce que là, j'avais envie de vous parler aussi de purées plutôt insolites en dessert, notamment la purée de patates douces. La purée de patates douces, c'est de saveur douce. Il suffit d'y rajouter une lichette de miel et tu es vraiment bluffé, t'as l'impression d'avoir une frangipane pour peu que tu incorpores de la poudre d'amande dedans. Donc vous retrouvez une recette de galette des rois à la crème de patates douces. Et puis, on a une autre purée qui est un classique finalement et qu'on achète sous la dénomination purée, c'est la purée de châtaigne. Et oui. Purée de châtaigne, à partir de laquelle on va faire évidemment des bûches et puis cette merveilleuse petite mousse à la châtaigne qu'on va pouvoir faire maison avec que des ingrédients sans additifs et ça va être merveilleux.
Parlons maintenant, si tu veux bien, de la compote traditionnelle, la compote de pommes. Voilà, donc la compote de fruits. Donc il y a une question qui est sucrée ou ne pas sucrer la compote. Ne pas sucrer. Le débat est vite tranché. Alors moi je vais te dire, ça dépend. Et on va voir qu'il y a peut-être aussi différentes manières de sucrer. Alors là, j'avais envie de vous parler de la définition légale, parce qu'il faut savoir que pour chaque produit commercialisé, chaque produit transformé commercialisé, il y a une définition légale qui permet de lui donner telle dénomination ou pas. Et en France, une compote, c'est un produit obtenu par cuisson de la partie comestible, et c'est toujours bien de le préciser, d'une ou de plusieurs espèces de fruits entiers ou en morceaux, tamisés ou non, et de sucre. Donc la définition réglementaire d'une compote, c'est fruits plus obligatoirement du sucre. Donc une compote sans sucre ajouté n'a pas le droit à l'appellation compote. Par contre, on peut l'appeler purée de fruits, mais on n'a pas le droit, le fabricant n'a pas le droit de marquer compote sur l'emballage. Donc une compote standard, il y a minimum 24% de sucre totaux dedans. Une compote allégée en sucre, la dénomination elle s'applique pour les compotes qui ont 30% de sucre en moins que les standards. Et quand tu as une compote dont le taux de sucre est compris entre les deux, tu peux pas l'appeler compote ni compote allégée en sucre, tu dois l'appeler dessert de fruits. Donc il faut avoir ton dictionnaire des appellations quand tu vas faire tes courses. Voilà, donc si tu achètes une compote, tu es sûr qu'il y a du sucre dedans. Voilà, si tu veux une compote sans sucre ajouté, il va falloir acheter quelque chose qui s'appelle dessert de fruits ou purée de fruits. Et j'en profite pour saluer Anne-Laure de Graines des Bauges qui cherche justement la meilleure dénomination pour parler de ces produits. Donc elle fabrique pas des compotes à proprement parler, elle fabrique c'est pas des confitures non plus parce qu'on n'a pas le droit de les appeler confitures, ça rentre pas dans le cadre de la définition réglementaire, mais du coup il y a une recherche du meilleur vocable pour exprimer ce qu'elle crée. Je la salue bien chaleureusement, elle fait des produits absolument sublimes. Anne-Laure qu'on peut retrouver les vendredis au marché. Au petit marché des producteurs de Bauges, au Châtelard, de 18h à 20h. Quelque chose par là. Alors, du coup, est-ce qu'il faut sucrer ou pas ? Ça dépend, ça va dépendre des fruits. Moi, je pense notamment à la rhubarbe, aux prunes ou aux abricots qui sont bien acides, qui ont quand même besoin d'être édulcorés. Là, j'ai refait une compote de prunes ces derniers temps. J'ai essayé de mettre le minimum de sucre, j'arrive pas à la manger. Donc, je vais la recuire un petit peu avec un petit peu plus de sucre. Donc, est-ce qu'on sucre avec du sucre ? Oui, on peut. Hein. Alors, en général, moi, je fais un mélange avec du sucre blond quand ça me dit. Je mets du sucre rapadura également. Quand c'est de la prune, notamment, ça s'associe bien. Des fois, je mets un petit peu de sucre vanillé, ça permet d'épicer en même temps. Et puis on peut très bien édulcorer avec du miel ou on peut édulcorer avec des fruits doux. On peut très bien couper une compote d'abricots de prunes avec de la pomme, ou on peut couper avec de la poire, ou on peut associer avec des dattes qu'on va faire cuire avec et qui vont apporter leur douceur et leur sucrosité. Qui là, pour le coup, sont bien sucrés, effectivement. Voilà, j'ai vu récemment une recette de compote de rhubarbe aux dattes dans un livre de Valérie Cupillard, ça a l'air absolument superbe. Des recettes à retrouver sur le blog des Mangeurs Libres, comme la recette de compote à pommes abricot sec. Mais oui, tout à l'heure, qui est tout à fait, pardon, je perds mes mots, tout à fait, qui est un de mes best-of, compote pomme abricot sec, parce que l'abricot sec, quand tu l'achètes en bio, il a un goût de miel, et quand tu le fais cuire et qu'il se réhydrate avec la pomme, il confère son goût de miel légèrement corsé d'abricot, et ça fait une compote. Moi, je dis c'est une compote d'adulte, ça, parce que c'est trop bon pour les enfants. Non, ils ont droit aussi, voilà, pour les petits palais gourmets. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi avec la compote, c'est que si on n'a pas envie de la manger sous sa forme souple, on peut très bien la changer en kantenne. C'est le mot japonais pour dire agar-agar. Et le kantenne au Japon, finalement, c'est une préparation, une purée, qui peut être très bien une purée de petits haricots rouges adzuki japonais ou une purée de fruits qu'on va faire prendre avec de l'agar-agar. Ça lui confère une texture un petit peu gélifiée. C'est très apaisant, c'est très rassasiant en fin de repas. Et vous retrouverez sur le blog des Mangeurs Libres une proposition, une recette d'agar aux fraises sur une base de compoté de fraises à la rose et à l'amande pour vous donner des idées. Des recettes pour voyager, pour expérimenter, pour savourer. Merci beaucoup, Anne. La semaine prochaine, tu l'as annoncé tout à l'heure. Un petit peu, j'ai fait du teasing. Et oui, si vous avez suivi, chers auditeurs et auditrices, on vous parlera de muscade et muscade-nousse. Muscade-nousse Ça s'appelle comme ça, on verra. La muscade-nousse, c'est en allemand et on verra, on a une anecdote rigolote pour les fans de Louis de Funès. Donc on va parler de la muscade, effectivement, et du massis. Et oui, on se retrouve la semaine prochaine pour en parler. Merci beaucoup, Anne. Avec bonheur, toute belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ?
Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.